ensemble et séparés. Mrs. Dalloway les présenta l'un à l'autre en disant « Il vous plaira ». La conversation commença avant qu'aucun mot ne fût prononcé, car Mr. Searle et Miss Anning regardaient ensemble le ciel. Et du ciel, le sens se mit à ruisseler dans leurs pensées à tous deux, très différemment cependant. Puis la présence de Mr. Searle à son côté se fit si proche que Miss Anning cessa de voir le ciel, juste le ciel, tout bonnement. Elle ne vit plus que la portion supportée par le grand corps de Roderick Searle. Yeux sombres, cheveux gris, mains serrées, visage sévère, mélancolique. Mais faussement mélancolique, disait-on. Et tout en sachant combien c'était stupide, elle se sentit obligée de dire « Quelle belle soirée !» Stupide, grotesque et stupide. Mais n'a-t-on pas le droit d'être bête quand on a 40 ans et que, face à un ciel à rendre idiots les plus sages des sages, pauvre fétu de paille, debout devant la fenêtre en compagnie de Mr. Searle chez Miss Dalloway, on se sent devenu atome, grain de poussière, et dans ce clair de lune, promise à une vie brève comme celle d'un insecte, et tout aussi infime. « Bon, » dit Miss Anning, en tapotant résolument le coussin du canapé. Et il se laissa tomber à côté d'elle. Était-il faussement mélancolique, comme on le prétendait ? Stimulée par le ciel qui rendait tout un peu futile, les actions et les dires, elle énonça un nouveau lieu commun parfaitement banal. Il y avait une Miss Searle à Cantorbery, où j'habitais quand j'étais jeune fille. Le ciel dans la tête, il vit aussitôt apparaître, nimbé d'une lumière bleu tendre, toutes les tombes de ses ancêtres. Et le regard assombri, les yeux dilatés, il prononça « Oui ». Ma famille est originaire de Normandie. Ils ont traversé la mer avec Guillaume le Conquérant. Il y a un Richard Searle enterré dans la cathédrale. Il était chevalier de l'ordre de la Jarretière. Miss Anning avait l'impression d'avoir touché par hasard l'homme vrai au-delà de ses apparences. Sous l'influence de la lune, qui était pour elle le symbole de l'humain et qu'elle voyait briller dans l'entrebâillement du rideau, piquant des plongeons dans sa lumière et la buvant à petites gorgées, elle était capable de dire presque n'importe quoi. Elle s'installa confortablement pour exhumer l'homme vrai, enfoui sous le faux, en se disant « Vas-y, Stanley, vas-y !» Un mot de passe privé, une botte secrète, une de ces disciplines dont usent les personnes d'âge mûr pour fustiger un vice invétéré, le sien étant la timidité, ou plutôt une inertie déplorable, car ce n'est pas tant le courage que l'énergie qui lui faisait défaut, tout particulièrement avec les hommes, à qui elle avait peur de parler, de sorte que ses discours se terminaient très souvent en banalité, et qu'elle avait très peu d'amis masculins, très peu d'amis proches, de toute façon, pensait-elle. Mais après tout, est-ce qu'elle souhaitait en avoir ? Non. Elle avait Sarah, Arthur, le cottage, le show-show, et ça, bien sûr. Alors même qu'elle était assise sur le canapé à côté de Mr. Searle, se disait-elle, inondée, gorgée de tout ça, du sentiment qu'elle avait, en rentrant chez elle, que quelque chose l'y attendait, une brassée de miracles que d'autres gens, croyaient-elle, n'avaient pas, puisque c'est elle, et elle seule, qui avait Sarah, Arthur, le cottage et le show-show. Elle piqua un nouveau plongeon pour se gorger de la satisfaction profonde de posséder ça, du sentiment qu'avec ça et la lune, c'était de la musique, la lune, elle pouvait se permettre d'abandonner cet homme à la vanité qu'il avait de tous les Searle morts et enterrés. Non. Là était le danger. Il ne fallait pas se laisser aller à la léthargie, pas à son âge. « Vas-y, Stanley, vas-y », se dit-elle,
avant de lui demander « Connaissez-vous Cantorbéry personnellement ?» S'il connaissait Cantorbéry, Mr. Searle sourit à la sottise de cette question. Elle n'avait aucune idée, cette charmante petite dame, qui devait jouer d'un instrument quelconque, avait l'air intelligente, de bons yeux et portait un joli collier ancien, aucune idée de ce que Cantorbéry signifiait pour lui. Comment pouvait-elle lui demander s'il connaissait Cantorbéry, alors que les meilleures années de sa vie, tous ses souvenirs, des choses qu'il n'avait jamais pu dire à quiconque, mais avait tenté d'écrire. Ah, tenter d'écrire. Il soupira. Tout s'était passé à Cantorbéry. Il y avait de quoi rire. On l'aimait pour ses soupirs, suivis d'un rire, sa mélancolie et son humour. Il le savait. Pourtant, d'être aimé ne compensait pas sa déception. Et s'il s'accrochait avidement à l'amitié qu'on lui portait, faisant de longues visites à des dames bien disposées à son égard, de très longues visites, ce n'était pas sans amertume, car il n'avait pas accompli le 10e de ce qu'il aurait pu faire et avait rêvé de faire dans son enfance à Cantorbéry. Avec une étrangère, il reprenait espoir, car elle ne pouvait pas lui dire qu'il n'avait pas tenu ses promesses. Et en s'abandonnant à son charme, elle lui donnait une nouvelle chance, à 50 ans. Elle avait trouvé la source. Les champs, les fleurs et les immeubles gris produisaient des gouttes argentées qui ruisselaient sur les parois austères et sombres de son âme. C'est sur de telles images qu'il commençait souvent ses poèmes. En cet instant, assis auprès de cette femme discrète, il se sentait en veine de poésie. « Oui, je connais Cantorbéry, dit-il, avec un air songeur, alangui, qui encourageait Miss Anning à l'interroger avec tact. C'est ce qui le rendait si intéressant aux yeux de beaucoup, et c'est son extraordinaire promptitude à réagir aux paroles des autres que pour sa part il estimait avoir causé sa perte. Il y pensait souvent en déboutonnant son faux col et en déposant ses clés et de la menue monnaie sur la console au retour d'une soirée. Il sortait parfois presque tous les soirs pendant la saison. Alors le matin au petit déjeuner, l'humeur complètement changée, il se montrait grognon et désagréable envers sa femme invalide, qui ne sortait jamais, mais recevait parfois de vieux amis, des femmes pour la plupart, passionnées de philosophie hindoue et de traitements médicaux de toutes sortes, que Roderick Searle balayait par une remarque sarcastique trop intelligente pour qu'elle pût y répondre autrement que par de légères protestations et quelques larmes. Il n'avait pas réussi, songeait-il souvent, parce qu'il ne pouvait, pour écrire, s'arracher définitivement au monde et à la compagnie des femmes qui lui étaient si nécessaires. Il était trop impliqué dans la vie. À ce moment-là, il croisa les jambes. Il y avait dans tous ses gestes de l'aisance et de la distinction. Il ne se reprochait rien, accusant plutôt la robustesse de sa nature, qui soutenait favorablement la comparaison avec celle de Wordsworth, par exemple, et ayant tant donné aux autres, il pensait, la tête entre les mains, qu'à leur tour il devrait l'aider, que la conversation, hésitante, fascinante, passionnante, n'en était qu'à son prélude. Un flot d'images bouillonnait dans son cerveau. Elle a l'air d'un arbre fruitier, un cerisier en fleurs, dit-il, en regardant une femme encore jeune qui avait de beaux cheveux blancs. C'est une jolie métaphore, pensa Ruth Anning. Pas mal. Pourtant, elle n'était pas sûre d'apprécier les gestes de cet homme distingué, mélancolique. C'est bizarre comme je suis influençable. Elle ne l'aimait pas lui, mais elle aimait bien sa façon de comparer une femme à un cerisier. Des antennes oscillaient capricieusement d'elle à lui, de ci, de là, comme les tentacules d'une anémone de mer, tantôt attirée, tantôt repoussée, et son cerveau, à des miles de distance, là-haut dans les airs, recevait froidement des messages, qu'il synthétiserait le moment venu, si bien que lorsque l'on parlerait de Roderick Searle, c'était une personnalité, elle énoncerait sans hésitation « Je l'aime bien » ou « Je le déteste ». Et ce serait une opinion définitive. Curieuse pensée, pensée solennelle,
qui jetait une lumière surprenante sur les rapports humains. « C'est étrange que vous connaissiez Cantorbéry, déclara Mr. Searle. C'est toujours une émotion, poursuivit-il, après le passage de la femme aux cheveux blancs, de rencontrer une personne, il ne s'était jamais rencontré auparavant, qui, pour ainsi dire par hasard, aborde le seuil d'une chose qui a beaucoup compté pour vous, l'approche fortuitement, car je suppose que Cantorbéry n'est pour vous qu'une charmante vieille cité. Ainsi, vous y avez passé un été en compagnie d'une tante, non ? C'est tout ce que Ruth Anning entendait lui confier à propos de son séjour à Cantorbéry. Vous avez visité les endroits touristiques, et puis vous êtes parti, et n'y avez jamais repensé. Ce n'était pas à elle de le détromper, puisqu'il ne lui plaisait pas. Elle n'avait qu'une envie, qu'il aille au diable en emportant cette absurde opinion qu'il avait d'elle. À vrai dire, elle avait passé 3 mois étonnants à Cantorbéry. Elle se souvenait des moindres détails, bien que ce fût par hasard qu'elle y eût rendu visite à Miss Charlotte Searle, une connaissance de sa tante. Aujourd'hui encore, elle aurait pu répéter mot pour mot ce que Miss Searle avait dit à propos de la foudre. Chaque fois que j'entends tonner, la nuit, je pense que quelqu'un a été tué. Et elle revoyait le motif en pointe de diamant du tapis aux longs poils durs, ainsi que les yeux bruns clignotants et larmoyants de la vieille dame qui lui tendait une tasse vide, en parlant ainsi du tonnerre. Elle voyait Cantorbéry toujours sous le même ciel chargé de nuages orageux, avec des pommiers en fleurs blafards et l'arrière d'une longue rangée de bâtiments tout gris. Le tonnerre l'éveilla du détachement repu, béat de l'âge mûr. « Vas-y, Stanley, vas-y, songea-t-elle. Autrement dit, cet homme ne me glissera pas entre les doigts, comme les autres, sur des présomptions erronées. Je vais lui dire la vérité. »« J'ai adoré Cantorbéry, souffla-t-elle. Il s'enflamma aussitôt, c'était là son talent, son défaut, son destin. « Adoré, répéta-t-il, je le vois bien. » Leurs regards se croisèrent, ou plutôt entrèrent en collision, et derrière chacun d'eux se dressa soudain l'être secret qui se tient dans l'ombre, tandis que son vain compagnon fait avec agilité toutes les acrobaties et les gesticulations nécessaires pour que le spectacle continue. Il ôta brusquement sa cape, affronta l'autre. C'était angoissant, terrible. Les années avaient réduit leur ardeur à un poli brillant et lustré, de sorte que Roderick Searle pouvait aller à une 12aine de soirées pendant la saison sans jamais éprouver autre chose que des sentiments ordinaires, ou alors des regrets attendris, et l'amour de jolies images, comme celle du cerisier en fleurs, tandis que stagnait au fond de lui le sentiment inébranlable d'être supérieur aux autres invités, d'avoir des aptitudes inexploitées. Il rentrait donc chez lui insatisfait de sa vie et de lui-même, bâillant d'ennui, vide, versatile. Et voilà qu'à l'instant, sans crier gare, comme un éclair blanc dans la brume, mais l'image s'imposait cette fois irrésistiblement, menaçante comme l'éclair, c'était arrivé, l'ancienne extase de la vie, son invincible assaut. C'était désagréable, tout en apportant ravissement et rajeunissement, et en instillant dans les veines et les nerfs des fils de glace et de feu. C'était terrifiant. Cantorbéry, il y a 20 ans, fit Miss Anning, comme on pose un abat-jour sur une lumière intense, ou que l'on couvre quelque pêche brûlante d'une feuille verte, car elle est trop attirante, trop pleine, trop mûre. Parfois, elle regrettait de ne pas être mariée. Parfois, la vie paisible et calme de la maturité, avec les réflexes que l'on a développés pour protéger son corps et son âme des meurtrissures, lui paraissait indigne, comparée à la foudre et aux pommiers en fleurs blafards de Cantorbéry. Elle pouvait imaginer quelque chose de différent, plus proche de l'éclair, plus intense. Elle pouvait imaginer des sensations physiques. Imaginer. Et chose étrange, car elle ne l'avait jamais rencontré auparavant, ses sens et leurs tentacules tantôt dardés et tantôt rétractés
cessèrent tout à coup de lancer des messages, demeurèrent au repos, comme si Mr. Searle et elle-même se connaissaient si parfaitement et se trouvaient désormais si étroitement unis qu'il leur suffisait de se laisser flotter au fil de ce courant. Entre toutes choses, aucune n'est aussi bizarre que les rapports humains, pensait-elle, à cause de leurs fluctuations, de leur extraordinaire irrationalité. Son aversion étant à présent au plus près de l'amour le plus intense et extatique. Mais au moment où le mot « amour » se présenta à son esprit, elle le repoussa, trouvant une fois de plus que le cerveau était décidément bien opaque et disposait d'un bien petit nombre de mots pour exprimer toutes ces sensations étonnantes, cette alternance de douleur et de plaisir. Car comment nommer cela ? Ce qu'elle ressentait en ce moment, le retrait de toute affection humaine, la disparition de Searle et le besoin urgent qu'ils avaient tous deux de recouvrir cette chose si désolante et dégradante pour la nature humaine que tout le monde enfoui hors de sa vue, ce retrait, cette violation de la confiance, et soucieuse d'y mettre fin de façon bienséante, conventionnelle et appropriée, elle déclara « Bien sûr, ils auront beau faire, ils ne parviendront pas à abîmer Cantorbéry. » Il sourit. Il acceptait. Il croisa ses jambes de l'autre côté. Elle jouait son rôle, lui le sien. Ainsi les choses arrivèrent à leur terme. Aussitôt fondit sur eux cette absence paralysante de sentiments. Quand dans l'âme rien ne bouge, quand ses parois semblent d'ardoise, quand le vide est presque douloureux, et que le regard pétrifié se fige sur une seule tâche, un motif, un seau à charbon, avec une exactitude d'autant plus terrifiante qu'aucune émotion, aucune idée ou impression d'aucune sorte ne vient la transformer, la modifier, l'embellir. La fontaine des sentiments semble tarie, et le cerveau se rigidifie de même que le corps, mis à nu, statufié. Ainsi, ni Mr. Searle ni Miss Anning ne pouvaient faire un mouvement ou dire un mot. Et ce fut comme si un magicien les avait libérés, comme si le printemps avait inondé leurs veines de torrents de vie, quand Myra Cartwright tapota malicieusement l'épaule de Mr. Searle en disant « Je vous ai vu au maître chanteur, et vous m'avez évité, traître. Vous méritez que je ne vous adresse plus jamais la parole. » Alors, ils purent se séparer.